Herr Präsident Sarkozy. Mesdames et Messieurs, merci pour ces interventions. Je voudrais d'abord remercier le président Joseph Daul pour son soutien et le soutien de son groupe. Il sera précieux à la présidence française. Je partage vos analyses et vous comprendrez bien que je ne reviendrai pas sur chacun des points, même si votre engagement sur une politique de défense est parfaitement nécessaire. Monsieur Martin Schulz, qu'il me soit permis de dire que j'ai apprécié le sens de la responsabilité de votre intervention. Comme le président Daul, nous nous sommes vus, nous avons discuté. Il y a d'ailleurs là rien de secret. La démocratie ne doit pas être un théâtre d'ombre. Ça doit confronter nos idées et essayer de trouver des compromis. Croyez bien que, comme pour le président Daul, la présidence française apprécie le soutien de votre groupe et de vous-même sur les sujets de consensus. D'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi je devrais dire que ce soutien m'est moins utile parce qu'il émane du président du groupe socialiste, que vous-même, vous devriez chercher des désaccords avec la présidence sous prétexte que je n'appartiens pas à la couleur politique qui est la vôtre. Qu'il me soit permis de dire que sur le paquet énergie-climat, je sais parfaitement, et je le dis au président Daul aussi, que c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Mais mieux que ça, ce n'est même pas une question de dernier mot, c'est la mobilisation du Parlement qui permettra de faire pression sur les États qui n'ont pas la même ambition que le Parlement, la Commission et la présidence. Je ne dirai pas, Monsieur le Président, que vous aurez le dernier mot. Je dis que votre engagement est absolument décisif. Je me permets d'ailleurs de dire au président Cohn-Bendit qu'il ne s'agit pas de se mettre à genoux devant qui que ce soit, et surtout pas devant l'industrie automobile, qu'elle soit française, italienne ou allemande. Pourquoi cibler simplement l'industrie allemande? En l'occurrence, le président du Conseil doit tenir compte des intérêts légitimes de chacun des États membres. Il s'agit justement de résister au lobby industriel en lui permettant d'avoir des conditions d'équité. Et en expliquant bien qu'on défend le paquet énergie-climat, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est naïf. Autrement dit, Monsieur le Président, je ne voudrais pas que nous, qui souhaitons les équilibres planétaires, nous soyons accusés de favoriser les délocalisations. Ce n'est pas respecter l'environnement et accepter les délocalisations, c'est respecter l'environnement et refuser les délocalisations. Tout autre raisonnement est un raisonnement suicidaire. Si vous demandez aux États de choisir entre l'environnement et la croissance, vous nous mettez tous dans une impasse. La croissance durable, le respect de l'environnement est un facteur de développement économique. C'est pourquoi, Monsieur le Président Cohn-Bendit, vous ne m'en voudrez pas de préférer l'analyse de Martin Schulz ou de Joseph Daul à la vôtre, une fois n'est pas coutume. Alors venons-en, Monsieur le Président Schulz, à ce que vous avez identifié comme un point de désaccord. Si vous me le permettez, je ne le crois pas. Je voudrais d'ailleurs vous dire que si nos amis allemands n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un salaire minimum, ce n'est pas l'Europe qui en est responsable, c'est le débat politique allemand qui vous a fait refuser un salaire minimum. Ne mettez pas sur le dos de l'Europe une défaillance sociale qui est due au débat politique national. À moi, peut-être, non mais peut-être en l'occurrence en tant que président du Conseil, je n'ai pas apporté de jugement. Je dis tout simplement, ne nous demandez pas, Monsieur le Président Schulz, de résoudre des problèmes que vous, les Allemands, n'avez pas su résoudre entre vous. J'ajoute que nous, les Français, en matière sociale, nous sommes très attachés à un salaire minimum. Que voudrait dire l'harmonisation sociale? Les Allemands vous avez refusé un salaire minimum. Nous, les Français, nous voulons garder notre salaire minimum. L'harmonisation sociale voudrait donc dire que nous devrions refuser notre salaire minimum parce que les Allemands n'en ont pas. Je refuse cette régression sociale, y compris au nom de mon idéal européen. Merci, Monsieur le Président Schulz, de m'avoir permis de préciser mes engagements sociaux. J'ajoute en revanche, Monsieur le Président Schulz, que vous avez parfaitement raison sur la moralisation du capitalisme financier, sur les règles pour les agences de notation, sur le comportement vraiment digne de critique d'un certain nombre de nos établissements financiers. Et je voudrais dire quelque chose d'ailleurs. Dans tous nos pays, un certain nombre de dirigeants de grandes banques aiment à donner des leçons aux hommes politiques, aux femmes politiques,
sur la rigueur avec laquelle il convenait de conduire les affaires de l'État. Quand je vois ce qui s'est passé dans un certain nombre de grandes banques privées, je dis que ceux qui donnaient des leçons étaient bien mal placés pour en donner et qu'aujourd'hui, ils doivent se préparer à en recevoir. J'ajoute, Monsieur le Président Schulz, et je le dis sous le contrôle du Président Watson, je suis contre le protectionnisme. Je suis pour la liberté. Mais on ne peut plus continuer dans un monde où il n'y a pas de règles, où les agences de notation font n'importe quoi, où un certain nombre d'établissements financiers veulent gagner des milliards d'euros en quelques secondes et en faisant de la spéculation dans des salles de marché. L'Europe que nous souhaitons et la présidence française, Monsieur le Président Schulz, fera des propositions sur le sujet, des propositions de réglementation pour moraliser un capitalisme financier, parce qu'aujourd'hui on voit bien que si depuis un an la croissance mondiale est stoppée, c'est parce que la crise des subprimes et la crise de confiance contre les institutions financières qui ont fait n'importe quoi, n'importe quand. On a prêté de l'argent à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Si l'Europe a un sens, c'est bien de remettre un peu d'ordre dans ce qui est devenu la loi du n'importe quoi. Je voudrais dire au président Schulz que je suis parfaitement d'accord avec lui. Sur le pacte européen d'immigration, je le dis au président Schulz comme au président Cohn-Bendit, la présidence française associera le Parlement européen. C'est la meilleure façon d'éviter les excès. Vous avez parlé des excès, Monsieur le Président Schulz, dans un pays. Il ne m'appartient pas de l'évoquer, mais si chacun d'entre nous se met d'accord sur un corpus minimum pour le coup, ces excès-là que vous avez pointés du doigt ne se produiront plus. Et Monsieur le Président Cohn-Bendit, je suis sûr que le Président Daul serait d'accord. Pourquoi ne pas associer le Parlement européen? Je ne suis pas sûr que ça soit possible institutionnellement. Je le sais. Non mais, Monsieur Cohn-Bendit, je connais votre générosité. Vous n'êtes jamais avare d'un conseil en général, et à moi en particulier. Votre modestie, nous sachons souffrir. Ce conseil-là, je n'en avais pas franchement besoin. Je savais qu'il fallait même l'unanimité. Mais indépendamment de cela, il n'y a pas besoin de l'unanimité pour que je dise au Parlement européen que la question de l'immigration est suffisamment importante pour qu'on en discute politiquement, que vous y soyez associés avant même qu'il y ait Lisbonne ou quelques modifications de traité. C'est un engagement politique que je prends et je viendrai avec Bernard Kouchner et Brice Hortefeux présenter le pacte, discuter avec vous. Nous verrons avec le président du Parlement et peut-être la conférence des présidents dans quelles conditions vous voudriez que nous mettions cela en place. Monsieur le Président Watson, bon, les difficultés, elles sont une opportunité. Évidemment, quand on choisit d'être président de la République d'un pays, et qu'on a la responsabilité de la présidence de l'Union pour 6 mois, si on n'aime pas les problèmes et pas les difficultés, il vaut mieux pas être européen et pas faire de politique. Moi, je pense que ces difficultés, c'est une chance. Voyez-vous pourquoi? Parce que c'est une chance pour que chacun nous dépassions nos égoïsmes nationaux et nos préventions partisanes. Permettez-moi de vous dire que si tout allait bien, mon audition devant le Parlement européen ne serait pas forcément mieux passée. Parce qu'à un an des élections, quand on a le vent dans le dos et que tout va bien, chacun pense à ses intérêts partisans ou à ses intérêts nationaux. Et parce qu'ici, je le crois, l'essentiel, l'immense majorité des parlementaires ici sont européens, ils ont conscience de la gravité de la situation. Chacun est obligé de faire un effort. Mais je ne suis pas sûr que le président Schulz, le président Cohn-Bendit, vous-même, ayez eu à l'endroit de la présidence française la même ouverture si les choses étaient plus faciles. Moi, je pense que ces difficultés peuvent être une opportunité. Il y a un point, Monsieur le Président Watson, où sans doute ai-je fait une erreur. J'aurais dû parler plus longuement, mais de la politique européenne de l'énergie. Il y a ici un certain nombre d'entre vous qui ont déjà parce qu'ils sont contre une forme d'énergie. Je les respecte. D'autres ont fait d'autres choix. Il y a un point qui peut nous rassembler tous. C'est qu'on a besoin d'une politique d'énergie européenne, de la transparence sur les stocks, de la mise en commun de la recherche sur le solaire, sur le voltaïque, sur la biomasse, sur les énergies hydrauliques. Et pardon de ne pas l'avoir dit dans mon premier propos, mais la définition d'une politique de l'énergie, nonobstant nos différences sur le nucléaire, nonobstant ces différences, sera une priorité de la politique de la présidence française. Je crois pouvoir parler sous le contrôle du président Barroso. C'est également sa priorité. C'est un point sur lequel nous ne pouvons pas perdre de temps. Je voudrais dire d'ailleurs au président
Watson, je ne suis pas protectionniste. Watson, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais vous les libéraux, vous devez penser aussi à une chose. Nous ouvrons nos frontières et nous en avons profité. Je voudrais dire d'ailleurs au président Watson, je ne suis pas protectionniste. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais vous les libéraux, vous devez penser aussi à une chose. Nous ouvrons nos frontières et nous en avons profité. Mais en même temps, les autres ne peuvent pas nous demander de faire chez nous ce qu'ils n'acceptent pas que nous fassions chez eux. La Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, les grands pays émergents ne peuvent pas dire « ouvrez vos frontières, diminuez vos subventions », mais chez nous, on fait ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas du libre-échange. Et ce n'est pas un service à leur rendre. Donc de la même façon qu'aimer son pays, ce n'est pas du nationalisme. De la même façon, vouloir la réciprocité, la protection, ce n'est pas du protectionnisme. On peut être pour le libre-échange et vouloir l'équilibre dans ce libre-échange. Monsieur le Président Watson, nous aurons à en reparler. Bon, certains mettent le focus sur la protection, d'autres sur la liberté. Peut-être pourrons-nous nous retrouver à juste chemin. Enfin, permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président Watson. Je pense que pour les chansons, nous avons le même goût. Je transmettrai à l'intéressé votre appréciation et je suis sûr qu'elle vous dédicacera son dernier disque, Monsieur le Président Watson, sans rancune. Monsieur le Président Cohn-Bendit, j'ai déjà répondu à beaucoup de vos questions. Je voudrais évoquer deux sujets. Le premier, la question des étudiants. C'est une affaire extrêmement importante. Bien sûr que l'Europe doit s'ouvrir à la formation des élites du monde entier. Je pense même, voyez-vous, depuis bien longtemps, que s'ouvrir à la formation des élites du monde entier, c'est les accueillir dans nos universités et en même temps leur donner la chance d'une première expérience professionnelle. Je pense notamment aux médecins. Mais nous devons prendre garde, Monsieur le Président Cohn-Bendit, à ne pas piller les élites du tiers-monde. Il y a en France, et vous devez y réfléchir, plus de médecins béninois qui exercent que de médecins béninois au Bénin. Je pense que le Bénin a besoin de ces élites. Ce n'est pas refuser l'immigration que refuser le pillage des élites du tiers-monde. Nous n'épuiserons pas ce débat en quelques minutes. Je vous sais gré de la façon dont vous l'avez évoqué, mais comprenez qu'il mérite un débat approfondi et non pas des caricatures. Il n'y a pas d'un côté les généreux, de l'autre les sans-cœur. Il y a des femmes et des hommes d'État qui vont essayer de trouver la meilleure solution. Un mot, si vous le permettez, sur la question de la Chine, qui est une question extrêmement sérieuse et extrêmement difficile. Je voudrais dire, Monsieur le Président Cohn-Bendit, que comme chacun ici, j'ai senti votre émotion dans votre voix. C'est tout à votre honneur. Et je voudrais dire que je partage cette émotion. Je voudrais dire d'ailleurs au Président Watson, qui m'appelle à jouer collectif, que c'est justement ce que j'ai fait, puisqu'en tant que Président du Conseil, j'ai interrogé la totalité des pays membres pour savoir quelle était leur opinion et si l'un d'entre eux était opposé à ma participation. Je vais venir sur le fond. Je parle là d'abord de la forme. Je voudrais dire que j'ai reçu de tous les pays membres un accord pour me rendre à la cérémonie des Jeux Olympiques. Attendez, vous savez, c'est un sujet difficile qu'il nous faut, je crois, affronter avec beaucoup de sérieux. Parce que nous n'avons pas le droit de nous tromper. Mais M. Watson m'a dit, jouer collectif, je veux que vous sachiez que j'ai interrogé la totalité des pays membres. Aucun ne s'est opposé à ma participation et à la minute où je vous parle, 13 seront représentés à la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas une raison, M. le Président Watson. C'est simplement la réponse sur la question du collectif. Maintenant, venons-en, si vous le voulez bien, au fond des choses. Le fond des choses, j'entends ceux qui disent que les Européens ne devraient pas être présents à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Chacun a le droit d'avoir un regard sur la meilleure façon de défendre les droits de l'homme. Et moi, je dois respecter ceux qui disent qu'il faut boycotter. Et moi, je pense
Et je crois que cette opinion doit être respectée parce qu'elle est respectable, que ce n'est pas par l'humiliation de la Chine que l'on fera progresser la question des droits de l'homme, mais par un dialogue franc et direct. Je voudrais même dire une chose. Je ne pense pas qu'on peut boycotter un quart de l'humanité. Je ne pense pas que ça soit un choix intelligent et responsable quand on a la responsabilité d'être président du Conseil que de dire à un quart de l'humanité on ne viendra pas, on vous inflige une humiliation aux yeux du monde entier. Je veux y aller et je veux parler sur le fond des choses, celui de la défense des droits de l'homme. Nous sommes d'accord sur la manière de défendre ces droits de l'homme. Convenez qu'il peut y avoir un débat et que ce débat ne sera pas épuisé par la question des Jeux Olympiques. Je veux donc y aller, parler des droits de l'homme et les défendre. Je vais même aller plus loin, Monsieur le Président Cohn-Bendit. Il y a des choses que je ne dirai pas à la Chine parce que la Chine doit être respectée. Mais il y a des choses que la Chine ne doit pas dire aux pays européens, et notamment à la France, parce que la France et les pays européens doivent être respectés au même égard que la Chine. Ce n'est pas à la Chine de fixer mon agenda et mes rendez-vous, de la même façon que ce n'est pas à moi de fixer l'agenda et les rendez-vous du président chinois. Je défendrai donc la question des droits de l'homme, et en même temps, en tant que chef d'État, je dois penser une chose, on parle toujours de contrat. Je voudrais m'inscrire en faux là-dessus, encore que, pour un chef d'État élu démocratiquement, défendre les intérêts économiques et l'emploi de ses concitoyens, ce n'est pas illégitime. Je veux parler d'autre chose. La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité. On a besoin de la Chine pour mettre un terme au scandale du Darfour, parce que la Chine est influente sur le Soudan. On a besoin de la Chine pour isoler l'Iran, pour que l'Iran n'ait pas accès à la bombe nucléaire dans les mains de quelqu'un qui ose dire qu'il faut rayer Israël de la carte. Comment dire à la Chine, aidez-nous à faire la paix dans le monde, à assurer la stabilité dans le monde, et en même temps boycotter la Chine au moment d'un événement essentiel pour 1,3 milliard d'habitants. Ça ne serait pas raisonnable, ça ne serait pas responsable, ça ne serait pas digne d'un homme d'État digne de ce nom. J'ajoute enfin, après avoir respecté l'opinion et l'émotion du président Cohn-Bendit et de chacun de ceux qui dans l'hémicycle pensent la même chose, je veux dire une chose, respectez ceux qui, comme nous, pensent comme moi. J'ai interrogé avant d'y aller le président Watson, le président Martin Schulz, le président du groupe socialiste. Je crois pouvoir dire en son nom qu'il est parfaitement d'accord sur la nécessité de boycotter la Chine. Il est socialiste, je ne le suis pas. J'ai interrogé le président Daul, il est parfaitement d'accord avec ça. Et pas un certain nombre d'autres. Je dis simplement, je veux dire enfin un dernier mot. Regardez ce que la Chine a fait en matière de pragmatisme sur la question de Hong Kong. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, c'est une affaire très difficile. Il y avait il y a 15 ans des manifestations à Hong Kong. La Chine a su, avec pragmatisme, résoudre la question de Hong Kong. Regardez Macao. La Chine a su, par le dialogue, résoudre la question de Macao. Je vais même aller plus loin. Regardez la question de Taïwan aujourd'hui, où les avancées du président Hu Jintao sur Taïwan sont remarquables. Il y a 5 ans, chacun pensait qu'il y aurait un affrontement inévitable entre Taïwan et la Chine. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on fait avancer la Chine par le dialogue franc, courageux, direct, ou par l'humiliation? J'ai choisi le dialogue, la franchise et le courage. Monsieur le Président, juste une minute, excusez-moi, par courtoisie pour Monsieur Wurtz. D'abord, je voudrais lui dire qu'il se rassure, je n'insulte pas les syndicats, mais merci d'avoir souligné qu'on peut changer la France comme on me le fait sans la paralyser. Et c'est faire insulte aux syndicats que de penser que leur seule utilité c'est de paralyser. Les syndicats ont un rôle dans la démocratie sociale, comme les responsables politiques, pas plus et pas moins. Mais on n'a pas le droit de prendre en otage des usagers, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Je suis sûr qu'un homme aussi courtois que vous, Monsieur le Président Wurtz, qui n'avait jamais bloqué qui que ce soit, peut comprendre la remarque que je fais. Pour le reste, Monsieur Wurtz, nous ne sommes pas d'accord, ça ne m'empêche pas d'apprécier beaucoup la façon dont vous exprimez vos désaccords. Monsieur le Président de Villiers, je voudrais vous dire que j'entends d'autant plus votre discours que vous êtes incontestablement l'expression d'une sensibilité importante
dans mon pays, dans notre pays, mais en Europe aussi. Et je vais même vous dire mieux, Monsieur le Président de Villiers. Moi, je ne prends pas le discours qui est le vôtre comme un discours contre l'Europe, mais comme un appel à construire l'Europe différemment. Je ne veux pas opposer, Monsieur le Président de Villiers, les partisans du oui et les partisans du non. Je veux simplement essayer d'intégrer tout le monde dans une Europe différente qui rassemblerait autour de la démocratie, de la paix et de la croissance. J'ai bien noté vos préventions, je les connais, j'essaierai d'y répondre, non pas dans les discours, mais dans les faits.